Aujourd'hui, on va parler d'adaptation de jeux en jeu de rôle, de licences en fait en jeu de rôle, de films notamment, de séries télé, etc., de littérature aussi, puisque on avait discuté de Donjons et Dragons qui était devenu un film, qui est devenu un élément de pop culture par rapport à Stranger Things, etc. On a parlé de Vox Machina il y a pas si longtemps que ça, donc là l'idée c'est un peu de faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on a des super trucs et que là en plus je suis avec Salomé Neuvière et avec Thibaut Tournery. Bonjour. Bonjour. Et j'aime bien que se dit bonjour. On va enfin pouvoir parler d'adaptation de licences en jeu de rôle, et il y en a 2-3 finalement. Il y en a un paquet en fait. Il y en a un paquet. C'est devenu finalement un support à exploiter pour beaucoup de licences finalement, comme les jeux vidéo, comme les films, ou voilà, c'est devenu un support à exploiter pour trouver un certain public. Donc, dans la logique, je vois Alien, je vois un jeu de rôle Alien, je vais pouvoir tomber dessus. Oui, c'est un jeu qui est encore suffisamment récent, effectivement, qui se trouve encore très bien en boutique, chez les revendeurs jeux de société qui ont des rayons jeux de rôle, ou chez les revendeurs spécialisés jeux de rôle. Alien est un jeu qui est toujours très actif, et qui est une très bonne adaptation. Pour ma part, quand j'ai découvert, il y a quelques années en arrière, le premier tome qui est arrivé, le livre de règles de... Alien, le jeu de rôle, j'avoue que j'étais très circonspect. Parce que Alien, c'est des films que je connais bien depuis que je suis ado. C'est quand même une grande licence cinématographique. Et c'est vrai que j'étais un peu curieux de me dire comment ça va se passer en jeu de rôle. Et la réponse, c'est très bien. Enfin, très mal pour les personnages, mais très bien pour ceux qui sont autour de la table. C'est une adaptation qui a pris le parti vraiment d'aller chercher dans l'univers Alien ce qui fait l'essence de cette licence. Pas seulement donc le premier film, Alien le 8e passager, mais également aussi toutes les suites, incluant également Prometheus et Alien Covenant, peu importe ce qu'on en pense. Ils ont eu l'élégance de se concentrer sur l'univers étendu d'Alien, donc vraiment sur tout ce qui constitue le cadre et le contexte des films, aussi bien l'horreur de l'alien seul que le contexte d'aller affronter des hordes de Xenos avec une escouade de Marines. Tout ça, c'est possible dans le jeu de rôle, mais aussi de se passer complètement de ce moment terrible d'affronter un xénomorphe qui est finalement la pire nouvelle que vous pouvez avoir dans le jeu. Le jeu s'est souvenu que avant ça, l'horreur, elle est déjà dans le contexte spatial, dans le contexte même social de l'univers Alien. Et donc c'est un jeu qui se concentre beaucoup sur l'ambiance et le contexte, et c'est ce qui fait sa force, c'est ce qui fait que du coup c'est une très bonne adaptation, c'est qu'il va chercher finalement ce qui dans les films faisait l'ambiance et l'horreur. C'est ça que vraiment le jeu de rôle va essayer de transmettre, plutôt que de vous raconter des films que de toute façon vous avez déjà vus, donc vous vous attendez, si vous voyez un gros œuf avec une apparence en cuir, tout ça et tout, vous savez d'avance que ça va pas bien se passer. Ouais. Donc l'intérêt n'est pas de refaire forcément des scènes emblématiques, mais au contraire d'en inventer des nouvelles qui vous remettent la même sensation que le film. Le malaise. La phrase, de toute façon, je me rappelle, qui je trouve est très traumatisante de justement Alien, le 8e passager, c'est dans l'espace, personne ne vous entend crier. Exactement. Que ce soit face à un facehugger, soit face à un xénomorphe, un androïde qui dégénère, il y a énormément de situations de danger. L'espace, c'est un contexte quand même très terrifiant. Une fois que le vaisseau tombe en panne, etc., tout ça, et qu'on est exposé justement à des dangers, comme tu disais, pas besoin d'aller jusqu'à la rencontre du xénomorphe, parce qu'en plus, c'est une créature assez balèze, donc où la survie des joueurs n'est vraiment pas garantie. Très compromise. Voilà. Donc c'est pour ça, ça offre un panel de situations tout en restant dans cet univers justement qui est riche en fait. Oui, l'univers d'Alien effectivement est beaucoup plus riche que ce qu'on pourrait imaginer de prime abord. Et soulève tout un tas de thématiques très intéressantes. Et vraiment, le jeu va se focaliser là-dessus. Et faire la part belle également, du coup, dans son adaptation à un système très simple, porté vraiment sur l'ambiance. Je pense notamment à son système de dés, donc c'est des D6 qui sont tout à fait classiques de prime abord, et qui sont en fait utilisés de façon très maligne, puisque déjà, rien que les couleurs des dés sont là pour vous mettre dans l'ambiance. Les dés de base sont noirs et blancs,
pour rappeler l'espace et également les codes visuels de la licence Alien. Les fiches de personnages vont avoir cette teinte un peu verte aussi propre à la licence, à l'esthétique un peu désuète aussi des écrans cathodiques, ce genre de choses. Et le stress dans le jeu est un élément central et il est simulé également par des D6 qui sont jaunes, du même jaune que les bandes de warning et ce genre de choses. Et donc visuellement, le jeu, déjà rien que par son matériel de jeu, vous apporte des codes qui sont déjà ancrés en nous, et va venir simuler justement ce malaise. Au début, vous avez des petits dés noirs et vous vous dites bon, ça va, j'ai mes compétences, je vais lancer mes dés, ça va passer ou pas. Et puis à un moment, vous commencez à avoir plus de dés jaunes dans la main, de plus en plus de dés jaunes, jusqu'à n'avoir quasiment que des dés jaunes. Là, c'est la panique assurée et en fait, naturellement, vous intériorisez en fait l'état de panique de votre personnage à travers le système de jeu. C'est très malin de la part des game designers du jeu d'avoir fait ça. Surtout et ça marche. Un détail sur ce dé jaune, c'est qu'il y a ce symbole du facehugger en fait. Oui, en plus de qui ça, est très traumatisant. Tout à l'heure, tu disais qu'il y a une vraie ambiance dans l'espace. Faut penser à notamment William Shatner, qui joue Kirk à la base dans la série Star Trek, qui quand il est parti dans l'espace pour de vrai a dit ça devait être une célébration, c'est devenu comme des funérailles puisque j'ai contemplé le vide froid et noir de l'espace. Et effectivement, dans Alien, ce qui marque beaucoup, c'est notamment les corporations qui envoient ces équipages, des fois miniers, des fois peu importe, complètement à leur perte. Le contexte social de Alien, il est toujours sous-jacent, mais il est quand même très fort. Il est très fort, il est très cru. C'est une véritable dystopie. C'est un futur qui n'est vraiment pas reluisant. C'est vrai que le JDR, justement, comme je le disais, se concentre beaucoup sur cet aspect-là et apporte vraiment non seulement l'esthétique propre au film, mais effectivement aussi tous les contextes qui ne sont pas forcément abordés dans les films, juste saupoudrés ça et là, on va dire, en arrière-plan. Là, on va pouvoir véritablement les explorer à travers le jeu. Et ça en fait des expériences assez marquantes parce qu'on a effectivement, donc, comme tu le disais, un contexte avec des corporations extrêmement puissantes, voire toutes puissantes, plus puissantes que les quelques derniers États qui restent. Et cette horreur spatiale, on est à l'inverse du space opéra. Dans un Star Trek, vous allez avoir effectivement, on va dire, la joie du voyage plus rapide que la lumière, ce genre de choses. Là, au contraire, on va vous exposer que même ce genre de technologie, c'est une véritable horreur. Ça implique de partir des mois, voire des années dans l'espace, à dormir dans des caissons d'hypersommeil, en vous injectant des trucs. Généralement, vous allez avoir la gueule de bois en sortant de votre caisson. Enfin, rien n'est vraiment confortable. Vous évoluez dans des vaisseaux qui sont faits pour durer des siècles, plus que leur équipage, qui sont des vraies espèces de grosses usines volantes qui n'ont de confort que le minimum. Toute la technologie y est rétro-futuriste. D'ailleurs, le jeu de rôle a même justifié l'apparence, pourquoi des systèmes cathodiques, des vieux ordinateurs à grosses touches comme dans Alien le 8e passager, pourquoi dans le futur on a ces technologies-là. Et ils ont vraiment fait des recherches et en fait ils se sont rendus compte que dans le spatial on a tout intérêt au contraire à avoir ce genre de technologie très résistante. Et donc dans le jeu de rôle ils ont introduit le système pour dire qu'il y a du coup une renaissance du cathodique et des formats par exemple cassettes, etc., parce que c'est plus résistant que certains formats numériques modernes pour des voyages longs dans l'espace où vous vous exposez aussi à tout un tas de radiations, de choses comme ça. Bref, l'espace c'est vraiment pas un milieu accueillant, c'est un milieu hostile. Et le jeu de rôle Alien vous le rappelle vraiment en permanence, et c'est ça qui fait justement tout son intérêt. Tu as pu jouer, et il me semble aussi, Salomé, je suis pas sûr, à Star Wars. Non. Je sais pas si toi tu avais pu. Non. Star Wars, on est vraiment sur la partie plus beaucoup aventure. Plus space opéra, beaucoup plus aventure, beaucoup plus envolé. Là, on est sur de l'épique, Et pourtant, on peut tout à fait prendre ce jeu de rôle pour aborder des thématiques un peu plus sérieuses. Mais c'est vrai que là, on est sur un jeu très très différent. Quand on joue à du Star Wars de prime abord, on va s'attendre plutôt à jouer des personnages très emblématiques, comme dans les films, des héros et des héroïnes vraiment haut en couleur, donc des contrebandiers à la Han Solo, des Jedi en devenir à la Luke Skywalker, des princesses badass à la Leia, voilà, ce genre de choses, ou à la Rey Skywalker pour les plus récents. Oui, dans Star Wars, effectivement, a évidemment eu le droit à sa licence jeu de rôle, à ses licences jeux de rôle. D'ailleurs, il y a eu plusieurs adaptations, toutes assez différentes en termes de système, mais
toujours quand même avec une portée assez orientée quand même sur l'action et le côté assez épique. Voilà, parce que là, on est clairement dans une très grosse licence qui essaye quand même de se rapprocher de toutes les autres adaptations qui a pu exister de Star Wars, parce que c'est des films, certes, mais c'est aussi des romans, des jeux vidéo, des peluches, des dérivés, tout ce que vous voulez. Star Wars a été sur tous les formats, et donc forcément sur le jeu de rôle. Là, on gravite beaucoup sur vraiment... rester relativement fidèle à l'ambiance quand même des films, même si personnellement j'adore utiliser Star Wars pour faire au contraire des choses à contre-pied, parce que comme c'est un univers qui parle à beaucoup de gens, on peut s'en servir au contraire pour faire des scénarios, on va dire, où on va aborder des thématiques un peu plus sérieuses, comme par exemple, faites une partie de jeu de rôle Star Wars et vous jouez du côté de l'Empire. On va aller plutôt vers le Star Wars Andor en termes d'ambiance, où il n'y a pas de Jedi, il n'y a pas de... on est vraiment sur quelque chose de très terre-à-terre vis-à-vis de la naissance de la résistance, où on voit aussi du point de vue de l'Empire des gens qui se contentent pas en fait finalement d'être méchants. Non, qui ne sont pas méchants, qui sont pris dans un système qui est plus grand qu'eux. L'Empire, c'est le système dominant qui gouverne 80% de la galaxie, et donc forcément au sein de l'Empire, il y a des gens qui font leur travail, qui le font bien et qui le font même de façon tout à fait éthique et morale, sans savoir que le système qu'ils servent les dépasse complètement et les manipule aussi complètement. Ouais. Et du coup, ça fait des parties très très intéressantes. Ça, et pour le coup, j'imagine au niveau des stats aussi des Stormtroopers, au niveau de la visée. J'imagine le plus bas possible. Alors non, justement, ça c'est un truc justement. Moi, je sais ce que je ferais. Tout à l'honneur, en tout cas, de la dernière adaptation en date du jeu de rôle Star Wars en jeu de rôle, c'est qu'effectivement, ça ramène aussi un certain crédit à l'univers, une certaine cohérence à l'univers que certains jeux vidéo, entre autres, avaient bien exploité. Et c'est vrai que dans la dernière adaptation des studios Edge, Star Wars a dans le jeu de rôle des explications que les films ne peuvent pas se permettre parce qu'ils n'ont pas le temps. Sur comment fonctionne le voyage hyperspatial, ce genre de choses et tout, et remettre aussi certaines pendules à l'heure, on va dire, sur les phases d'action un petit peu envolées, où l'armure des Stormtroopers, selon la scène, sert à rien ou sert à tout. Oui. Voilà, où les sabres laser sont à géométrie variable en fonction de qui se le prend dans la tronche. Là, le jeu de rôle essaye de reposer un cadre un peu plus strict là-dessus, reposer des règles, et finalement, non, les Stormtroopers, au début du jeu, en tout cas, quand on commence un nouveau personnage dans l'univers Star Wars, dans la dernière édition, les Stormtroopers sont assez terrifiants. Ce sont des soldats d'élite en armure, ça fait assez peur. Bien sûr, à mesure que le personnage va évoluer, monter en niveau, on va pouvoir s'en débarrasser plus facilement, on va devenir des Han Solo et des Luke Skywalker, donc voilà, à la fin, ce ne sont plus que des petits ennemis d'arrière-plan. Mais au début, ils vous font flipper, vraiment. Les pauvres, parce que effectivement, en plus, dans la nouvelle trilogie, avec le personnage de Finn, on était parti sur le concept de voir l'envers du décor des Stormtroopers qui sont recrutés dans des camps, etc. Alors que juste, ils passent du côté de la rébellion et ils dégomment ses camarades, ses ex-collègues. Il se pose pas trop de questions d'ailleurs là-dessus. Il a l'air de bien le vivre. Tranquille. Il devrait pas les aimer, ses collègues. Alors qu'en plus, effectivement, ce qu'on voit dans cette magnifique série de Star Wars Andor, c'est le fait que les Stormtroopers sont totalement terrifiants vis-à-vis de la population qui n'est pas armée, qui n'est pas équipée, qui n'est pas... Eux, ils sont organisés, ils sont... Donc, il y a aussi la partie horreur dans Star Wars avec ces fameux... je crois que c'est l'ouest de la galaxie, si on peut appeler ça comme ça. Les zones inexplorées. Les zones inexplorées, on a des créatures qui sont terrifiantes avec, il me semble, notamment les utilisateurs et utilisatrices de la Force qui entendent des voix quand ils se rapprochent de cette région-là. Et c'est pas des voix très sympathiques. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo, mais j'ai fait... avec le système Alien, une partie de Star Wars, dans le contexte horrifique. Et donc le match des deux fonctionne extrêmement bien, pour une partie horrifique, évidemment. On peut aussi ramener à quel point un Jedi, quand vous n'êtes pas vous-même Jedi, c'est terrifiant, en fait. Ils sont juste super flippants, en fait, quand vous les croisez hors contexte et que vous n'êtes pas forcément de leur côté. Voilà. Donc oui, on peut en plus matcher les adaptations en fonction de ce qu'on veut faire, c'est assez rigolo.
nous échangions sur notamment les adaptations plutôt science-fiction en fait du cinéma, puisque Alien et Star Wars avant de se retrouver potentiellement en série télé, on est quand même à la base sur grand écran, et on a pour le coup quelque chose de très différent avec les adaptations littéraires en jeu de rôle, puisque adaptation littéraire, on va assez souvent parler finalement de fantastique, notamment avec l'anneau unique, qui lui va avoir une aura assez particulière, puisqu'on va y jouer des gens dans l'univers du Seigneur des Anneaux, mais on va, je suppose, pas tellement jouer Gandalf. Non. On va jouer qui à peu près comme type de personnage? Alors, il y a plusieurs possibilités dans le sens où, alors déjà, on pourrait penser l'anneau unique que c'est une adaptation de la trilogie par Peter Jackson, mais finalement, quand on regarde, c'est plus une adaptation vraiment des romans de Tolkien que vraiment de l'adaptation cinématographique. Et l'anneau unique offre énormément de possibilités. Déjà, on peut incarner un peu, tous les personnages, dans le sens où on peut aussi bien incarner un hobbit qu'un homme de brie, qu'un elfe, que voilà, il y a vraiment des possibilités d'aventure sans aller forcément à vouloir incarner un personnage déjà connu de la saga. D'accord. Si ce n'est dans l'extension qui est sortie récemment, qui en fait se base sur la comté, en fait, donc le pays où vivent les hobbits, où là, par contre, c'est une extension qui se passe juste après le roman, donc le Hobbit. On a donc les aventures de Bilbo, Bilbon Saquet qui part avec la compagnie donc de Thorin écu de chêne pour donc l'aventure avec le dragon Smaug et tout, qui a été donc adapté également par Peter Jackson en 2012. Et là, on a effectivement la possibilité d'incarner Bilbon et un nain qui s'appelle Balin, qu'on voit dans les films d'ailleurs, et forcément donc dans le roman. Mais on incarne surtout des proches de Bilbon, puisque la campagne qui est proposée dans cette extension, c'est d'avoir justement d'être des hobbits, en fait, de la comté, qui peuvent être mentionnés dans le fameux livre rouge de Bilbon Saquet, où il explique donc toute son aventure et tout, donc face à Smaug. Et là, donc on a, je crois qu'on joue les cousins et cousines, enfin d'autres villageois hobbits, qui sont très intrigués par un peu la folie forcément de Bilbon Saquet, puisqu'il est vu comme quelqu'un de très excentrique. Et en fait, on participe à une aventure comme ça, qui se base dans la comté, qui est très simple. Ça fait vraiment, comme disait Thibaut une fois, c'est très adapté. Ça fait vraiment, on va chasser les poules dans la comté. Ouais, parce qu'en fait, l'extension dont tu parles, effectivement, c'est en fait le kit d'initiation à la deuxième version de l'anneau unique. Et donc, c'est vrai que ça fait une très bonne introduction à ce jeu de rôle, à l'univers de Tolkien, si on est familier sans plus. C'est un petit pied dans la porte pour rentrer en douceur dans des plus grandes aventures, et c'est très sympa. Ouais, douceur, c'est tout à fait le mot, parce que on reste dans un cadre quand même très, très paisible et quand même serein, quoi. Il y aura pas de dragon, il y aura pas de, alors que à l'inverse, le jeu de rôle, l'anneau unique, là, on retrouve vraiment toutes les valeurs des romans, que ce soit héroïque, mais sans que ce soit, quelque chose d'extrême. En fait, on est vraiment sur des valeurs nobles, de l'aventure, de la camaraderie, on est vraiment sur de l'aventure. Le jeu, mine de rien, est très dur. C'est en termes de règles et tout, c'est pas des combats si faciles que ça. Il y a pas mal de souffrances, il y a pas mal mais qui vont permettre justement quelque chose d'épique, tout en restant, tout en ayant des personnages justement valeureux, nobles et qui endurent justement. Donc après, il me semble qu'on a une certaine liberté en termes au niveau de la chronologie, dans le sens où ça peut se passer à peu près en même temps que l'aventure de Frodon et de la Compagnie de l'Anneau, ou au contraire avant, par exemple, entre le Hobbit et le Seigneur des Anneaux, ça peut se passer entre ces deux romans-là et tout. Il y a une certaine liberté. Donc, et effectivement, comme disait Thibaut, autant l'extension dans la comté, c'est pour des gens qui peuvent être peu familiers avec l'univers de Tolkien.
Par contre, l'anneau unique, effectivement, il vaut mieux connaître un petit peu plus. Après, le livre est très riche en soi et dirige très très bien les lecteurs, justement, que ce soit au niveau de la géographie, que ce soit au niveau chronologique, que ce soit au niveau justement des rencontres qui peuvent être faites, au niveau des créatures, etc., de la mythologie. Mais par contre, effectivement, il y a un peu plus de lecture à faire. Oui, est-ce qu'à un moment donné, on se retrouve pas, ce que j'avais entendu pour le jeu de rôle Star Wars, c'était l'idée que potentiellement, au départ, on va pas attirer l'attention des personnages principaux de la saga, pareil pour le Seigneur des Anneaux, mais potentiellement, à un moment donné, si le groupe, les personnes joueuses prennent un peu trop d'éclat, finalement, il y a potentiellement ce truc-là d'avoir un survol de Nazgûl d'un côté, d'avoir le vaisseau de Dark Vador de l'autre. Alors, je vous souhaite clairement pas de croiser les Nazgûl, parce que vous avez vraiment pas envie de les croiser dans l'anneau unique. C'est sûr. Mais oui, en fait, c'est vrai que c'est un jeu qui offre en fait de jouer les aventures d'autres personnages qui vont contribuer à la grande histoire qu'est le Seigneur des Anneaux et l'univers de Tolkien. Parce que finalement, c'est vrai que dans le Seigneur des Anneaux, on se concentre sur la communauté de l'anneau. Mais il faut savoir qu'en fait, la guerre de l'anneau à l'échelle du monde qu'a créé Tolkien, elle se déroule partout ailleurs en même temps. Et qu'il y a d'autres aventuriers, d'autres personnages marquants qui ont participé finalement. C'est pas juste la destruction de l'anneau, c'est pas juste les actions de la communauté. C'est vraiment le clou final dans tout ça. Mais en vrai, il se base sur les efforts de tout un tas d'autres personnages dont on ne parle pas parce qu'on n'a pas le temps dans les romans. Et Tolkien écrit déjà beaucoup pour juste ces personnages-là. Et justement, l'anneau unique vous offre la possibilité d'incarner, voire d'inventer certains de ces personnages-là. Pour vivre des aventures, des grandes aventures, en commençant petit, comme Bilbo et Sam, qui partent de la comté et qui se lancent dans quelque chose d'incroyablement plus grand qu'eux. Et c'est vraiment ça qu'on va offrir. Et effectivement, il va y avoir des interactions et des rencontres. On va pouvoir être chapeauté par des grands personnages comme Elrond, comme Gandalf. Voilà. Oui, on peut être amené à les rencontrer malgré tout. Donc, mais c'est que revivre finalement ce que la communauté de l'anneau vit dans les romans ou dans les films, il n'y a que peu d'intérêt. Là, le vrai intérêt, c'est de pouvoir créer son propre personnage, en sachant que la Terre du Milieu est très 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 vaste en réalité. Le chemin que prend la communauté de l'anneau, c'est une petite passerelle finalement, quoi. Donc, et c'est vrai que c'est moi en faisant certains scénarios, il y avait des villes dont je n'avais jamais entendu parler, même dans les romans même finalement. Donc, c'est notamment une ville complètement submergée, qui est complètement inondée en fait, dont j'ai malheureusement oublié le nom d'ailleurs, mais puisque le scénario date un petit peu déjà. Mais voilà, une ville qu'on ne croise ni dans les films ni dans les romans, mais qu'on peut découvrir effectivement sur la carte et tout. Donc je crois que c'est la ville de Tarbad, si je dis pas de bêtises. Tarbad, qui en fait c'est des éléments qui sont évoqués dans les romans, mais on n'a pas le temps d'explorer. Exactement. Donc, et ils n'y passent pas, je crois, de toute façon. Non, ils n'y passent pas du tout. Non, c'est pas sur leur trajet. Même les jeux vidéo, on avait eu des problèmes de droits d'exploitation, notamment, ont fait qu'ils sont plus à la vente, mais vous pouvez les trouver dans les vides-greniers parce que c'est des versions physiques. C'est le Seigneur des Anneaux, la guerre du Nord. Tout à fait. En jeu vidéo. C'est un peu le même esprit, effectivement. Qui en fait vous dit que Sauron n'a pas juste l'intention d'attaquer avec Saruman d'un côté et les mercenaires de l'Est. En réalité, il y a aussi une armée au nord, et en fait, on va suivre ce groupe d'aventuriers qui va, alors, de façon très très héroïque là pour le coup, parce qu'ils sont que 3, mais va vraiment mettre un terme en fait à cette espèce d'armée qui se rassemble au nord, parce que Sauron essaye de prendre la Terre du Milieu en tenaille, quoi. Et l'anneau unique, la première version et la deuxième version marche dans les mêmes traces. Faisait également la même chose du côté de la forêt noire qu'on voit dans Bilbo le Hobbit, Mirkwood, en rappelant que pendant les événements du Seigneur des Anneaux, il y a aussi une guerre à cet endroit-là. En fait, toute la Terre du Milieu, dans son immensité, est en guerre à ce moment-là, et donc il y a effectivement Sauron d'un côté, Saruman de l'autre, mais il y a aussi du coup tout ce qui va être au nord avec Langmar qui renaît de ses cendres. Il va y avoir différentes factions d'orques et de gobelins, il va y avoir les hommes de l'Ouest, il va y avoir des dissidences au sein des factions, la comté, même si c'est pas du tout marqué dans les films, dans les livres c'est le cas, la comté est en guerre à la fin. Oui, tout à fait. La comté se fait envahir, donc voilà, il y a vraiment tout cet aspect-là, et donc du coup c'est un terrain de jeu immense, et l'anneau unique va vraiment utiliser ce terrain de jeu pour pouvoir explorer toutes ces possibilités.
Ouais, c'est absolument incroyable de se dire qu'on se projette pas simplement. C'est un petit peu le défaut qu'il y a parfois dans les adaptations en jeux vidéo, c'est l'idée qu'on va jouer à Aragorn, on va jouer. Alors que là, le principe, et c'est là où notamment Star Wars a eu son univers étendu de manière incroyable, c'est justement de pouvoir jouer des personnages qui à la base ne sont pas des personnages principaux, mais Cal Katarn dans Star Wars et justement de se développer quand on rencontre Luke Skywalker dans Star Wars Battlefront 2 alors qu'on joue à un soldat impérial, c'est quand même un moment très fort, quoi. C'est un moment très marquant. Ouais. Très très fort. Et en fait, l'intérêt du jeu de rôle, c'est justement de garder son personnage et de le voir évoluer au fur et à mesure des aventures. Aragorn, on connaît son évolution, c'est Sam, on connaît son évolution. Voilà, donc il y a que peu d'intérêt finalement à resuivre quelque chose qu'on a déjà suivi, qu'on connaît déjà, alors que là, justement, de pouvoir le créer de toutes pièces, surtout que ça paraît naïf, alors qu'en réalité, les malus auxquels s'exposent nos personnages joués peuvent être assez compliqués, dans le sens où les elfes s'exposent à la mélancolie, par exemple. Il y a le mal aussi qu'a Thorin, le fait d'être complètement avare. Nos personnages peuvent devenir comme lui, avec cette folie sur l'or, etc. Tout ça, donc il y a quelque chose d'intéressant sur l'anneau unique, vraiment à exploiter. C'est un jeu qui rappelle effectivement que peut-être votre personnage va devenir comme Aragorn, peut-être qu'il va finir comme Boromir. C'est ça, tout à fait. Et c'est là tout l'intérêt de jouer, de découvrir ça, effectivement. En tout cas, merci beaucoup Salomé, Thibaut, pour ce petit tour, effectivement, sur les licences phares, en fait. Avec grand plaisir. On aura l'occasion d'en rediscuter. En tout cas, en attendant, une superbe fin de journée à vous. Et puis à très bientôt.